Le Grand Forum du patrimoine, on poursuit ces ateliers pour s'intéresser à l'international et notamment dans le domaine des SCPI, jusqu'où pousser les frontières. On en parle avec Anne. Bonjour Anne, Anne Schwartz, Bonjour. la directrice générale de Paref Gestion. Bienvenue. Et puis à vos côtés, Yann Wittkok. Bonjour Yann. Bonjour. Le gérant des fonds Perial AM. Petite question, un petit tour de table pour faire connaissance. Anne, Paref Gestion, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de contexte ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, Paref Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. Nous gérons des actifs immobiliers. Nous gérons également des fonds immobiliers, principalement sous la forme de SCPI, également des FIA. Nous sommes résolument tournés vers l'international, vers l'Europe. Nous gérons ça tombe bien, on va parler de ce sujet. Hein. Nous gérons aujourd'hui donc 7 SCPI à capital variable, 3 SCPI à capital fixe. Et sur ces 7 SCPI à capital variable, nous avons 4 SCPI qui sont investis en Europe. Paref Gestion, filiale de Paref. Filiale de Paref, tout à fait, donc société cotée et qui est filiale du groupe Fosun. Yann, Perial, quelques mots de présentation, Perial AM. Oui, alors Perial, c'est un groupe spécialisé dans l'immobilier depuis plus de 50 ans, 53 ans maintenant. On gère actuellement un peu plus de 4,5 milliards d'actifs sous gestion, uniquement immobilier. Sur ces 4,5 milliards, on est maintenant à plus de 700 millions d'euros hors de France. Donc un tournant qu'on a pris il y a maintenant plus de à peu près 5 ans. Et 4 véhicules, puisque les grosses SCPI que sont PFO2 notamment qui investissent à l'étranger, et PFO, et une toute nouvelle SCPI qui a été créée en octobre, qui s'appelle PF Hospitalité Europe, justement avec un thème 100% Europe. Bon. Perial, une société familiale. Oui, familiale, 100% indépendante et détenue par des capitaux familiaux. Bon, on va revenir sur en effet tout ce que vous proposez, les nouvelles gammes que vous lancez, puis comment fonctionne l'historique. Mais pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que en effet des SCPI qui étaient plus traditionnellement hexagonales, tout d'un coup s'intéressent de plus en plus à l'international ? Alors pour nous, ça a été d'abord le choix de la diversification parce qu'on avait des véhicules qui avaient atteint une certaine taille. PFO2, quand on a commencé à s'intéresser à l'étranger, faisait déjà plus d'1,5 milliard. Et donc l'univers d'investissement, pour donner quelques chiffres, en France, c'était traditionnellement 30 à 35 milliards. 2019, ça a été 45 milliards, une année exceptionnelle. Le terrain de jeu devenait trop petit. Comment ? Un terrain de jeu trop petit, exactement. Il n'y avait plus assez d'opportunités par rapport aux cibles et au profil de rendement que vous recherchez. Exactement. Et l'Europe, à côté de ça, c'est 165 milliards d'investissements par an en immobilier. Donc ça permet vraiment d'étendre son terrain de jeu et d'aller sur des caractéristiques de typologie d'actifs ou alors même de caractéristiques de baux, par exemple, différentes. À l'étranger, il y a par exemple beaucoup plus de baux de très longue durée, ce qui n'existe pas en France. C'est quoi très longue durée ? 20-25 ans. On a acheté beaucoup d'actifs sur PFO qui sont à plus de 20 ans de baux fermes, alors qu'en France, on est au maximum sur du 12 ans et c'est très rare, c'est plutôt du 9 ans. Donc ça permet vraiment d'aller varier ces types d'actifs et ces caractéristiques de ces baux. Anne, même question, l'international. Pourquoi est-ce que finalement c'est devenu incontournable ? Oui, alors j'aimerais aussi donner quelques chiffres sur le marché, enfin les investissements à l'étranger, si on regarde les tendances en fait, ce que ça donne. Les investissements par les SCPI en 2019 ont eu comme cible l'international et l'Europe jusqu'à un peu plus de 28% des investissements réalisés en 2019. Si on regarde le premier semestre 2020, avec des volumes d'investissement à peu près comparables au premier semestre 2019, les investissements à l'étranger étaient de 43%. Donc on voit bien une tendance, une grosse accélération, effectivement. Et alors, ça veut dire quoi ? Ça peut vouloir dire que le marché est saturé, il y a moins de cibles, ou qu'on anticipe peut-être une décroissance ou des jours moins florissants sur le marché français ? Non, je pense que c'est la volonté, en fait, en tout cas pour Paref Gestion, c'est la volonté de proposer à nos clients des opportunités d'investissement et une diversification pan-européenne, donc à travers des véhicules qui sont qui ciblent une stratégie d'investissement sectorielle dans une région une région donnée. Donc c'est le cas par exemple chez nous de Novapierre Allemagne qui investit dans l'immobilier de commerce en Allemagne, Novapierre Italie, l'immobilier de tourisme en Italie et Interpierre Europe Centrale. Nouvelle SCPI qui vient d'être lancée fin 2020 avec une stratégie d'investissement en Europe centrale, comme son nom l'indique, en immobilier tertiaire et activité. Donc diversification, ça c'est un mot-clé en fait. Oui, oui bien sûr.
Diversification au sein des SCPI ou finalement pour proposer des thématiques qui me permettent, moi, investisseur, de diversifier mon portefeuille? Les deux, en fait. Les deux, que ce soit pour les SCPI, les grosses SCPI françaises comme PFO2, j'ai expliqué, ou PFO, ça a permis de diversifier et d'étendre son univers d'investissement. Et après, des créations de SCPI spécialisées. Et c'est le cas pour nous chez PF Hospitalité Europe. Alors, on a voulu dédier une SCPI aux grandes tendances démographiques de l'Union européenne, vieillissement de la population, accroissement de la population étudiante, où toute l'Europe est une même zone, et donc ça nous semblait intéressant d'aller sur ce secteur. C'est facile de lancer une SCPI en dehors des frontières. J'imagine qu'il faut des compétences, des équipes, une spécialisation particulière. Tout à fait. Nous, et le choix que l'on a fait, nous, sur Paref Gestion, c'est d'aller, de cibler, en fait, la stratégie d'investissement sur un secteur et une région géographique. On préfère, comme ça, donner l'opportunité à nos investisseurs de faire leur diversification au niveau de leur portefeuille en allant chercher une stratégie, une conviction que l'on porte à travers nos véhicules et de diversifier à leur niveau. Ça permet aussi d'entrer, en fait, dans ces pays avec une équipe qui est dédiée avec les compétences et qui est très localement ciblées installée, qui est sur place. Alors, on a les deux modèles opérationnels. On a des équipes qui sont localement installées sur place, et quand on n'a pas ce bureau local, on fait appel à des partenaires. On travaille avec des partenaires que l'on sélectionne, bien entendu, et qui vont être nos asset managers pour gérer l'immobilier et les actifs localement. Donc quand j'entends partenaire ou intermédiaire ou fournisseur, je me dis ça coûte plus cher. Non, ça ne coûte pas plus cher. Ce sont des partenaires, par exemple pour Novapierre Allemagne, on a mis en place ce partenariat depuis 2014. Et pour nos investisseurs, en fait, les frais sont au niveau de la SCPI. Il n'y a pas de différence pour eux si nos équipes sont en interne ou en externe. Il y a une même question, la facilité ou la difficulté, justement, de développer une expertise à l'international. Oui, alors je dirais que ça vient en faisant déjà, parce que donc nous ça fait un certain nombre d'années, donc au début on passe par pas mal de partenaires effectivement à l'étranger qui nous permettent d'apporter des dossiers, et puis quand on voit, quand les pays voient qu'on fait pas mal de deals à l'étranger, les deals arrivent naturellement en fait, et on a vu nous les 2 dernières années la vraie différence. Au début on était vraiment obligé de passer par des partenaires, maintenant on reçoit les deals en direct parce que on a fait plus de 700 millions de deals en Europe et que ça se sait. Et sur l'asset management, la stratégie pure est gérée en France, mais on travaille avec des partenaires locaux pour ce qu'on appelle le property management. Ça nous semble essentiel que la gestion property des immeubles. Management, donc c'est l'opérationnel. La gestion de l'immeuble, vraiment la gestion effective de l'immeuble. S'il y a une fuite d'eau, il faut que quelqu'un puisse répondre. C'est indispensable que ce soit des locaux qui gèrent ça. Et pour le coup, c'est pas plus cher parce que de toute façon, si vous gérez un actif à Toulouse ou à Marseille ou à Lyon ou même en région parisienne, vous êtes obligé d'avoir un property manager. Et les tarifs des property managers sont globalement les mêmes en Europe. Donc que vous l'ayez aux Pays-Bas, en Allemagne ou en France, ça ne change pas grand-chose. Alors, oui, vous vouliez dire? Oui, on a effectivement, nous, chez Paref Gestion, on a la même approche. Et il est clair que quand on est présent depuis longtemps sur une zone géographique, effectivement, on est reconnu comme un acteur présent et important. Donc, pareil, sur Novapierre Allemagne, nous, pour les immeubles, les actifs de commerce, on reçoit beaucoup d'opportunités en direct et on est bien sûr ciblé systématiquement par les vendeurs. Alors parlons de vos dernières créations, on pourrait dire, c'est un peu comme en couture, vos dernières convictions. Donc on a parlé du l'immobilier commercial en Allemagne. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette thématique ? Alors, ce que l'on recherchait, en fait, pour nos investisseurs, bien sûr, c'est la performance. La performance, on va la chercher à travers des économies fortes. L'Allemagne est une économie forte, la 4e puissance mondiale, un taux de chômage très bas et surtout une forte résilience. On nous en aperçoit aujourd'hui. Donc, on va chercher ça, on va chercher des secteurs résilients, le commerce, mais on ne va pas cibler n'importe quel commerce en Allemagne. Aujourd'hui, nous, on est sur des retail parks. En fait, c'est la cible privilégiée de nos fonds. C'est quoi des retail parks ? Les retail parks, en fait, ce sont des centres. Alors, le tissu commercial allemand est un peu différent de ce qu'on peut connaître ailleurs en France, par exemple. Ce sont des centres qui regroupent en fait 2 ou 3 enseignes, donc de l'alimentaire très souvent, des do-it-yourself, parfois des drogueries. Donc, ce sont 2 ou 3 enseignes comme ça qui sont en périphérie des zones urbaines de villes moyennes. C'est un peu l'équivalent des centres commerciaux français ? Non, ce n'est pas l'équivalent des centres commerciaux. C'est vraiment très spécifique à l'Allemagne. Et donc, c'est des centres, des retail parks qui sont
spécialisés sur des commerces essentiels et donc qui présentent une résilience très forte. Malgré la crise du Covid. Malgré la crise du Covid, puisque ce sont ces commerces qui sont restés ouverts pendant les confinements et qui donc ont aujourd'hui démontré une forte résilience. Donc ça, c'est un coup de chance parce que vous ne pouviez pas l'anticiper. On ne pouvait pas avant l'anticiper, la pandémie, mais personne, de toute façon, ne pouvait anticiper cette crise. On ne pouvait pas anticiper cette pandémie, on ne l'avait pas anticipée. En revanche, la qualité du commerce et des enseignes allemandes, des grands groupes dans l'alimentaire allemand, leur solidité, ça, c'est quelque chose qu'on est allé chercher. Il y a une même question, une conviction que vous avez forgée pour aller à l'international. Oui, alors nous, il y a 10 ans, on avait créé PFO2, donc même 11 ans maintenant, avec une forte conviction environnementale. Et là, on avait envie de créer une SCPI avec une forte conviction sociétale. Et donc, on a créé PF Hospitalité Europe pour accompagner les grandes tendances démographiques de l'Union européenne. La santé, essentielle, on a vu... Hospitalité, donc c'est tout ce qui est accueil du public. Donc c'est la santé, c'est de l'hébergement, résidence senior, résidence étudiante, c'est de l'éducation, c'est des écoles. L'hôtellerie aussi. L'hôtellerie, bien évidemment, puisqu'il y a un manque criant. Alors, voilà, il y a un trou d'air passager, mais il y a un manque criant d'hôtellerie en Europe, et notamment d'hôtellerie d'affaires de qualité. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'accompagner ces grands changements et sur les économies de la zone euro qui sont réputées solides. Alors vous parlez de trou d'air. Quel va être le profil de cette année 2020, par exemple, sur ce produit PFO2 ? Alors, le profil de l'année sur PFO2 est plutôt très bon. On va normalement délivrer la même performance que l'année 2019. Donc, c'est pas encore figé. C'était 4,61% en 2019. Donc, ça ne baissera pas. On n'a pas encore définitif, si ça baisse, ça sera légèrement, ça sera mais pour l'instant, c'est autour. Exactement. Donc, c'est-à-dire que ce trou d'air a été encaissé assez facilement, ou bien c'est des réserves que vous allouez pour justement afficher la même performance ? Non, ce trou d'air a été encaissé assez facilement parce que PFO2 est une SCPI bureau, et malgré tout ce qu'on peut dire sur le bureau, en fait, les changements de tendance sur le bureau, c'est des changements à long terme. Nous, ce qui nous faisait peur pendant le confinement, c'était une vague éventuelle de faillite de nos locataires qui nous aurait empêché de toucher le loyer. Cette vague de faillite, elle n'a pas eu lieu dans aucun pays, et donc on a touché nos loyers normalement. Quel pourcentage de recouvrement, quel niveau ? Aujourd'hui, sur l'ensemble de l'année, on est à plus de 93% de recouvrement. D'accord, et 2019, c'était autour de quoi ? On finit l'année en général à 99% sur une année. Donc il y a 6-7% qui se sont évaporés. Voilà, mais qui sont encore en recouvrement, sur lesquels on a bon espoir. Qui vont être payés à et terme. Sur certains sur lesquels on a négocié des reports jusqu'en fin 2021 en fait. Donc voilà, ça va être payé au fur et à mesure. Anne, en termes de recouvrement, est-ce que vous constatez aussi des choses sur alors les 7 véhicules que vous pilotez ? Oui, alors c'est très dépendant aussi de la classe d'actifs dans laquelle les véhicules sont investis. On a des taux de recouvrement aussi qui sont bons sur l'année 2020, compte tenu des Qu'est-ce qui résiste le mieux, alors, ce qui a bien résisté, c'est le bureau, effectivement, bureau activité. Il n'y a pas eu tant de faillites. Ouais. Le commerce a bien mieux résisté que ce que l'on pouvait imaginer au début de la crise. On a sur nos véhicules commerce en fait des taux de recouvrement qui sont compris entre 85 et 95%. Donc, c'est avec encore effectivement des négociations avec nos locataires. Donc, on continue de recouvrer encore ces loyers. Donc, globalement, oui, on a des taux de recouvrement, une année 2020 qui s'en sort bien. Et ce qui souffre le plus alors, c'est quelle partie, quel secteur ? L'hôtellerie a beaucoup souffert, bien entendu. Voilà, et c'est vraiment là où il y a eu des accompagnements, je pense, de la part des bailleurs aussi très importants. Mais c'est quelque chose, voilà, c'est cyclique, c'est lié à la pandémie. Et donc, on a aussi beaucoup de conviction, en fait, dans l'hôtellerie et dans le rebond, en fait, après cette pandémie. Ce qui est intéressant de noter aussi, et c'est là où il y a l'avantage de l'Europe, c'est que les impacts ont été très différents suivant les pays. Ce phénomène de non-paiement des loyers par les locataires a été très marqué en France, et le débat a été beaucoup moins vif en Allemagne, aux Pays-Bas par exemple, et avec des schémas sur l'hôtellerie. Nos hôtels sont essentiellement en Allemagne. L'Allemagne a aidé les hôteliers en fait à passer cette période, et on voit là vraiment l'intérêt d'une stratégie européenne, c'est-à-dire que l'impact, on voit bien les prévisions de PIB en 2020 sont très différentes. Vous êtes à moins 12% en Espagne et vous êtes à moins 5% aux Pays-Bas, donc ça fait un écart
très fort. Donc voilà, les impacts ont été vraiment différents suivant les pays. Ça, c'est très important de le noter. Et c'est aussi, nous, par exemple, ce qui nous conduit en fait aussi à ouvrir notre dernière SCPI et d'aller sur l'Europe centrale. On voit bien que ce sont des économies qui sont très dynamiques et qui sont décorrélées un petit peu des économies entre guillemets, la vieille Europe. D'accord. Donc on a un dynamisme très, très différent. Et j'imagine qu'on vit, un peu comme tous les acteurs de l'économie, avec cette inquiétude d'une troisième vague, reconfinement. On le voit dans certains pays, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, qui referment beaucoup d'établissements. Oui, en même temps, on avait déjà vécu la deuxième vague très différemment. On avait une inquiétude, il y avait une inquiétude de nos partenaires. On a eu énormément de questions sur la fin du bureau pendant l'été. Oui. Il faut être clair. Tout le monde voulait télétravailler c'est ça. Et partir à la campagne. C'est ça. Et depuis la fin d'année, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Les gens ont tous envie de rentrer au bureau. J'ai envie de retourner au bureau exactement. Et m'échapper de mon salon ou de ma chambre à coucher parce que finalement, on se marche un peu dessus. C'est ça. Et donc, on a vu pendant le deuxième confinement, on a eu beaucoup moins de demandes de négociation sur les loyers. Et puis il y a une certaine habitude, donc le troisième confinement, s'il arrive, ça sera forcément plus compliqué, mais nous on a eu l'impression que le deuxième confinement, d'un point de vue perception des loyers, n'avait rien à voir avec le premier confinement. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est le dynamisme sur les marchés de l'investissement. Aujourd'hui, en fait, sur les marchés immobiliers, il y a encore beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de liquidités qui sont présentes. Il y a de la promotion immobilière, ça que... Non, même de l'investissement, de l'equity en fait, et de l'argent qui a été collecté à travers nos véhicules. Donc on est très dynamique sur l'investissement. Les marchés restent très dynamiques et des tendances parfois qui sont surprenantes. On voit des prix monter. Donc c'est avec une compétition accrue sur certaines classes d'actifs qui ont montré leur résilience. Donc on voit effectivement des tendances et des évolutions très différentes sur les marchés de l'investissement. Alors ça c'est intéressant et on le voit un peu dans toutes les classes d'actifs. Les investisseurs sont prêts à payer peut-être plus cher, mais sur des actifs très premium et donc sur peut-être moins large. Mais ce qui du coup fait baisser potentiellement les rendements parce qu'on va payer plus cher l'investissement. C'est ça. On a vu quand même depuis l'été la plupart des acteurs se focaliser sur les mêmes actifs, c'est-à-dire des actifs sécurisés avec des très bons locataires, avec des baux de longue durée. Et sur ce type d'actifs, on en a rapporté quelques-uns à la fin de l'année. On a vu effectivement des taux de rendement qui étaient au moins équivalents à ceux d'avant confinement, voire plus bas qu'avant confinement, puisqu'il y a énormément d'argent, comme le disait Anne, sur le marché. Il y a vraiment beaucoup d'argent à investir. On continue à collecter. Je pense qu'il faut dire, pour rassurer les gens, c'est qu'on continue à collecter et on n'a pas plus de retraits, voire moins. Nous, chez Perial, assez étonnamment, on a moins de retraits sur l'année 2020 qu'on en avait eu en 2019. Et en collecte nette, donc vous avez sorti... En collecte nette, on devrait faire quasiment la même chose un tout petit peu moins, ça va peut-être être moins 4, moins 5%, mais on devrait faire quasiment la même chose que 2019, avec notamment une fin d'année qui a été très très bonne. Il y a eu un trou d'air au moment du premier confinement, il faut être clair, parce que tout le monde se demandait ce qui se passait, mais depuis, et surtout une confiance des épargnants dans le véhicule SCPI. Et je pense que c'est important de le dire parce que la liquidité du produit, c'est quand même le nerf de la guerre et pour l'instant, ça tient parfaitement. Chez Paref Gestion, la collecte, comment elle s'est comportée ? On est un peu en retrait par rapport à 2019, mais elle s'est comportée... alors un trou d'air vraiment au deuxième trimestre, le premier confinement, et ensuite elle a redémarré. Ça dépend aussi de la maturité de certains fonds et des lancements qui sont en cours. Je reviens juste aussi sur les rendements, parce que l'intérêt au fait de cette diversification pan-européenne, c'est justement de pouvoir aller chercher des rendements plus élevés en fonction des cycles. Typiquement, là on le voit en Allemagne aujourd'hui, effectivement, il y a des taux qui sont à la baisse, donc des prix plus élevés. Et nous, quand on regarde aujourd'hui le marché de l'Europe centrale, on est aujourd'hui en exclusivité sur 3 actifs où on a des rendements qui sont au-delà de 6%. Donc l'intérêt de ces stratégies, c'est d'aller chercher effectivement de la performance là où elle est encore intéressante et assez élevée pour les particuliers. Et quitte à augmenter la prise de risque ? Alors, on est en fait là sur des baux très longs également. On est donc avec des baux qui sont au-delà de 12 ans. On est sur des stratégies bureaux et activités. On est sur des villes qui sont très dynamiques. On va chercher Varsovie, Cracovie. On est sur un des actifs que l'on a ciblé en plein cœur du quartier des affaires. Donc, le risque est vraiment... le couple rendement-risque est intéressant sur cette zone-là, sur ces villes-là, parce qu'encore, ils ont un très très bon dynamisme. Ils ont des prévisions de PIB
qui étaient avant crise 2 points au-dessus des prévisions de PIB de la zone euro. Et là, l'impact de la pandémie est moins fort sur ces régions-là qu'elle ne peut l'être sur la France, par exemple. Comment est-ce que vous amorcez un nouveau véhicule? Est-ce que c'est vous qui avancez les premiers fonds ou est-ce qu'il faut déjà pré-marketer et collecter de l'argent sur une nouvelle thématique avant de l'investir? Comment vous fonctionnez? Alors, nous, on fonctionne, en fait, on accompagne l'investissement avec la collecte. Donc, vraiment, on a cette adéquation, en fait, de l'actif passif qui est important au lancement des véhicules. C'est-à-dire que vous dites, voilà, on va lancer la thématique Europe centrale, et vous collectez et après vous l'investissez. Oui, on est sur les marchés en même temps. C'est-à-dire qu'on a, pour l'Europe centrale, nous, on était déjà sur les marchés il y a 1 an. Donc voilà, on avait des cibles, on avait, de façon à pouvoir, entre guillemets, dégainer très vite dès que la collecte est là. Et en fait, sur PF Hospitality Europe, on a fait quelque chose que fait Paref aussi, et je trouve très intéressant, c'est-à-dire qu'on a fait une phase sponsor pendant 1 mois, qui permet de collecter un certain... En fait, la difficulté de lancer une SCPI, c'est que vous risquez au début de collecter peu, c'est-à-dire vous collectez 2-3 millions, donc avant d'acheter un premier actif. Donc ce qui est intéressant par les performances, c'est d'avoir un bloc de collecte tout de suite qui vous permet de cibler les actifs. Donc en fait, on a fait cette phase sponsor pendant 1 mois, donc avec une réduction sur le prix de souscription. Tout ça est inscrit dans les statuts de la SCPI, avec l'agrément de l'AMF, donc il n'y a aucun sujet. Et donc ça nous a permis de collecter 20 millions. Et en parallèle, quand on a préparé la SCPI, on a cherché les actifs. Et donc dès le départ, on avait 2 actifs à acheter. Et donc on a acheté d'ores et déjà sur PF Hospitality Europe. 1 semaine après la fin de cette phase sponsor, on a acheté un premier hôtel à Barcelone pour 6 millions d'euros. Et 3 semaines après, on a acheté une résidence médicalisée aux Pays-Bas pour 10 millions d'euros. Donc, ça permet d'amorcer. Et bien après, sûr, on retourne sur une phase normale. La rotation d'actifs, les reventes, est-ce qu'elle est dynamique ou pas, plus dynamique ou équivalente à ce que vous connaissez? Nous, plutôt dynamique, mais parce qu'on a des vieux véhicules. Je vous rappelle que PF Grand Paris, c'est la plus vieille SCPI de France, elle a 53 ans maintenant. Et donc sur ce véhicule-là notamment, et puis elle s'est recentrée il y a 4 ans sur cette stratégie Grand Paris, elle avait quand même plus de 20% d'actifs hors région parisienne. Donc on avait mené une très forte politique d'arbitrage depuis 2 ans parce qu'on avait conscience que le marché était au top et que c'était le moment de vendre. On s'est mis encore des objectifs très ambitieux sur nos 3 véhicules de vente, puisqu'il faut aussi vendre. Je pense que c'est fini le temps où les SCPI vendaient leurs actifs quand ils étaient rincés. Ça arrivera encore, mais on est des véhicules de stratégie immobilière. Quand on estime qu'on a tiré la quintessence d'un produit et que c'est le bon moment pour le vendre, il faut le vendre. Donc on vend aussi. On est en train de vendre un portefeuille d'actifs 100% loués avec des baux de longue durée parce qu'on estime qu'on en a tiré ce qu'il fallait et que maintenant, si on peut dégager un peu de plus-value, ça peut être intéressant aussi pour nos porteurs de part. Non, tout à fait. La gestion dynamique de nos portefeuilles est vraiment aussi source de performance pour nos clients. Ça dépend bien sûr de la maturité du produit. Nous, on a des CPI qui sont assez jeunes. Nova Pierre Allemagne a été lancé en 2014, donc on a fini de constituer le portefeuille en 2019. Donc on n'est pas encore dans une phase de cession, mais on regarde bien entendu si un actif évolue pas tel qu'on l'avait imaginé, envisagé à l'acquisition, c'est aussi une occasion de se poser la question, est-ce qu'on le conserve ou pas? Sur d'autres SCPI plus anciennes que l'on gère aujourd'hui, effectivement, on a cette gestion dynamique de céder les portefeuilles, de céder des actifs régulièrement, notamment sur un de nos véhicules qui est très spécifique, puisque c'est Nova Pierre Résidentiel, qui est une SCPI de capitalisation. Et donc, vraiment, la genèse de la performance, c'est lors de la revente des actifs. On externalise la plus-value. Donc, c'est une gestion très dynamique. Créer de la valeur, bien sûr, c'est d'avoir une gestion dynamique. Vous parliez de capital variable, capital fixe. Je ne sais pas si chez Perial, c'est que du variable. C'est que du variable. Ouais. C'est quoi la nuance entre capital variable et capital fixe ou l'intérêt pour l'investisseur qui nous regarde? Alors le capital, le capital variable, donc là il est ouvert, les souscriptions viennent régulièrement et le capital fixe, c'est par fenêtre en fait. Vous ouvrez le capital à un certain moment de la vie de la SCPI et vous le refermez ensuite. Voilà. J'imagine qu'il y a un intérêt si vous proposez les 2 types de produits. Quel est-il?
Alors l'intérêt de la variable, c'est d'avoir pour pouvoir souscrire pour le client à n'importe quel moment. La capital fixe, il faut attendre des fenêtres d'ouverture ou alors il faut investir sur le marché secondaire. Et le marché secondaire, en fait, il est plus corrélé entre l'offre et la demande sur le véhicule. Voilà, la valeur de la part, elle se fait sur l'offre de la demande. Donc, la variable demande une gestion plus dynamique en fait, parce que vous savez pas forcément à l'avance combien vous allez collecter. Vous faites des budgets de collecte, mais chaque année on est surpris. L'année 2020 était impossible à prévoir, donc ça demande vraiment une gestion qui est en permanence très dynamique sur la collecte, les investissements, puisque vraiment le nerf de la guerre de la performance d'une SCPI à capital variable, c'est l'adéquation collecte-investissement. Si jamais vous laissez de la collecte pendant 6 mois qui n'est pas investie, ça vous coûte très cher en performance. Une SCPI à capital fixe, ça permet, vous dites je vais augmenter de 30 millions, vous pouvez prévoir en même temps d'acheter ces actifs pour 30 millions. Donc en gros, ça change quelque chose pour vous, opérateur, mais pas pour l'investisseur final. Exactement. Pas grand-chose. Voilà, exactement. Jusqu'où on peut pousser l'exotisme alors, parce qu'on parle d'international, on a parlé d'Europe, d'Allemagne, d'Europe centrale. L'international, on peut aller plus loin dans la planète. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez ? Oui, bien sûr. Nous, on a la même réflexion que Paref, notamment sur l'Europe de l'Est et l'Europe centrale, puisque ça nous semble des secteurs intéressants avec des économies dynamiques. Ce qui a changé le plus ces dernières années, c'est que maintenant, on peut prendre des instruments de couverture de taux sur les SCPI, ce qui nous permet d'aller dans ces pays sans risque pour l'épargnant, parce que c'est quand même ça le plus important. Après, il y a une vraie logique à avoir des actifs qui restent dans un périmètre de gestion, je dirais, faisable, c'est-à-dire pas si éloigné que ça. Quand on va en gros, en c'est Pologne, l'Europe. Au dehors de l'Europe, c'est plus compliqué. Ça n'existe pas encore. Pour là, il y a une SCPI cette semaine qui a annoncé son premier investissement au Canada, donc oui, ça existe. Mais ça nous semble être une tendance, compliqué. selon vous, d'aller au-delà de l'Europe ? Je pense qu'on n'a pas fini d'aller chercher en fait le bénéfice de l'Europe déjà. Il y a beaucoup de choses encore à faire. On pousse un peu les frontières, on pousse un peu les investissements. Sur l'Europe centrale, on a encore énormément de choses à faire. Aujourd'hui, nous, on n'a pas imaginé d'aller plus au-delà pour l'instant. Non, on a à cœur de bien déployer les véhicules que l'on vient de lancer. Interpierre Europe centrale est toute jeune. Il y a énormément de choses à faire sur cette zone, bien sûr. Donc on reste, bien sûr, si on a une conviction et si les marchés évoluent de telle façon qu'une zone géographique devient très intéressante, on la considérera, bien entendu. Et sur les 7 véhicules, donc on a compris, il y en a un, c'est le commerce allemand, l'autre, l'Europe centrale. Sur quel sous-jacent, j'ai oublié ? Bureau-activité. Bureau-activité. Tout à fait. Est-ce que vous en avez d'autres dans le jardin européen ou ce sont les tout deux à fait. principaux ? Nova Pierre Italie, donc là qui est sur l'hôtellerie en Italie. Et ce qu'on est allé chercher là, c'est notre conviction, en fait, c'est la richesse de ce pays, bien sûr, la richesse de ses côtes littorales, de sa géographie avec la composante mer-montagne, la culture, bien entendu, l'histoire. Donc d'où des fondamentaux essentiels pour le tourisme. Bien le lancement aujourd'hui avec la pandémie, il a été contrarié. J'imagine que ça doit être difficile, l'hôtellerie italienne. Ça reste, bien sûr, pour nous, reste une grande conviction en fait sur cette classe d'actifs. C'est un gros encours, Nova Pierre Italie ? Non, elle démarre en fait. On l'a lancé en 2020. D'accord. Donc là, il faut convaincre les investisseurs d'y aller. Les investissements, tout à fait. Et ils sont avec nous, ils sont convaincus. Il faut continuer. Paradoxalement, il peut y avoir des affaires à faire à l'achat. C'est ça. Les périodes de crise, c'est des périodes d'affaires à faire. Si on pense qu'on va avoir un vaccin rapidement efficace. Bien. Nous, on est persuadés que sur l'hôtellerie, c'est passager. Il y a un manque chronique de chambres d'hôtel depuis 20 ans en Europe. Ça va continuer. Alors certes, la période a été très compliquée. On parlait d'un manque de 10 000 lits à Paris, je crois. À Paris, mais dans toutes les grandes métropoles européennes. Et Paris est pour européennes, autant une ville bien équipée. Donc voilà, c'est vrai que... Et donc... on a vu les investissements complètement s'arrêter. Ce qu'on voit souvent au début des crises comme maintenant, c'est que les vendeurs du coup ne vendent plus. Donc il n'y a plus tellement d'hôtels à vendre sur le marché parce que les gens se disent les prix ont baissé donc on ne va pas les mettre à vendre. D'accord. Mais nous on est persuadés qu'il y aura des opportunités en 2021. D'accord, donc vous tenez prêt, l'arme au pied à investir parce que vous dites on va avoir des belles opportunités à terme. Bien sûr. C'est tout à fait ça. Et ces opportunités, on aurait pu penser les trouver plus tôt. Néanmoins, effectivement, toutes les mesures qui ont été mises en place, et
par les différents gouvernements aussi. Ça retarde. Retarder un petit peu la venue de ces opportunités. Donc Allemagne, commerce, bureau Europe centrale, hôtellerie Italie. Est-ce qu'il y a d'autres? On a fait le tour ou est-ce qu'il y a d'autres stratégies européennes chez Pour vous? Parev Gestion aujourd'hui, oui. Ce sont ces trois. Vous mijotez d'autres choses? Vous avez des réflexions dans l'arrière-cuisine? Vous avez des idées? On continue de travailler sur des fonds hôteliers, effectivement, et des fonds résidentiels. D'accord. Ouais. Et dans quelle zone, là? Europe. Donc là, ce sera de la diversification. Ce sera peut-être moins multi-pays, voilà, tout à fait. Puisque ce sera aussi des fonds pour le compte d'investisseurs institutionnels et sur le résidentiel, multi-pays aussi. Et résidentiel, l'intérêt, alors, quel est-il? C'est la rotation d'actifs? Qu'est-ce que vous cherchez dans le résidentiel? Alors en fait, nous, sur Novapia Résidentiel, c'est une SCPI de capitalisation. Donc ce que l'on va rechercher, en fait, c'est à travers une stratégie d'investissement ciblée sur une typologie très spécifique du résidentiel. C'était à l'époque des lois de 48. Cette SCPI s'appelait initialement Pierre 48. Soit des lois de 48, soit maintenant on fait du démembrement, soit on va chercher des situations d'occupation spécifiques, d'aller chercher en fait de la revalorisation de notre portefeuille et de profiter de la hausse du prix du mètre carré. Voilà, profiter d'abord de la hausse du prix des mètres carrés sur les marchés, mais d'avoir aussi une hausse complémentaire avec une évolution de la situation locative et du changement de statut. Novapia Résidentiel a une performance de 6%. C'est une performance 2019 qui a été réalisée et c'est la performance de 2020 également. Donc ce sont pour du résidentiel de très bonnes performances. Ce que l'on va aller chercher là aussi dans un autre véhicule, c'est peut-être plus du rendement. Donc là, ce sera plus du résidentiel plus classique. Donc on va aller chercher du rendement pour la diversification. Alors Yann, même question, on va ouvrir un peu le portefeuille. Donc sur les 4 véhicules, le portefeueuille européen, c'est PFO Hospitality. C'est PFO Hospitality Europe pour le nouveau véhicule, mais PFO2, l'essentiel aujourd'hui, nos actifs gérés à l'étranger sont sur PFO2 et PFO. Donc du bureau, essentiellement sur PFO2, mais pas seulement, également des résidences médicalisées. Et sur PFO, des hôtels, de la santé et des bureaux à l'étranger également. Et vous avez pareil des idées derrière la tête sur de nouvelles thématiques ou un nouveau véhicule peut-être? Non, puisqu'on vient de lancer PF Hospitality Europe, donc c'est vraiment, on vient de lancer également un autre véhicule à thématique européenne qui s'appelle Perial Eurocarbone et qui est le premier fonds neutre en carbone sorti en France. Donc il a été lancé le 18 décembre, on a acheté notre premier actif à Bruxelles. C'est quoi? C'est l'exploitation, la fabrique, enfin la construction qui est neutre en carbone? C'est l'exploitation qui est neutre en carbone. C'est l'exploitation qui est neutre en carbone. On a acheté notre premier actif à Bruxelles. L'objectif, c'est d'investir dans les grandes métropoles. C'est un véhicule de capitalisation, c'est une SCI qui sera distribuée en UC. Et donc, voilà, c'est un véhicule qui vise 4% de performance annuelle. Donc, un véhicule plus core et un véhicule de capitalisation. Il y a une vraie demande sur le marché de l'assurance vie pour ce genre de véhicule. Oui. Et on avait envie de continuer à être les leaders sur le développement durable. Voilà, on avait créé le PFO2 il y a 11 ans avec cet objectif de réduire de 40% les consommations d'énergie. Ça va devenir obligatoire pour tout le monde avec le décret tertiaire. Et donc, on a décidé d'aller plus loin en lançant Perial Eurocarbone pour viser la neutralité carbone sur nos actifs. Oui, ça, il y a un vrai appétit pour tout ce qui est durable, ESG, enfin, vous l'avez comme vous voulez. Mais, nous, on a obtenu la labellisation ISR là, en décembre sur PFO2 et sur Perial Eurocarbone. PFO2, du coup, devient le plus gros fonds labellisé ISR puisqu'il fait 2,5 milliards. C'est vraiment, nous, on sent une demande que ce soit des particuliers ou des institutionnels, parce qu'il y a de plus en plus d'institutionnels qui investissent dans nos SCPI sur cette thématique ISR. À propos de demandes, qu'est-ce qui remonte de vos clients dans cette période qui est très particulière? Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent en ce moment? Alors les questions, elles tournent autour de la performance, bien sûr. Est-ce que nos véhicules seront résilients face à cette crise? Donc ce qui est important de voir, c'est effectivement, on est sur des investissements très long terme. Donc on a ça nous permet de maintenir nos positions et de ne pas prendre des décisions en période difficile. Donc ça, c'est important. Ils viennent chercher de la performance, ils viennent chercher de la diversification, on en a parlé. Et pour certains de nos véhicules aussi, ils viennent chercher une certaine fiscalité qui est un attrait aussi quand on a un véhicule qui est investi 100% sur une stratégie européenne et essentiellement sur un pays. Donc il y a
possibilité d'aller chercher une fiscalité plus attractive qu'un véhicule qui investit en France. Alors, si on rentre un petit peu dans la technique, un véhicule français, une SCPI française qui va investir en France n'est pas taxé sur ses revenus en France, mais les dividendes qui sont distribués sont fiscalisés au niveau de l'associé, donc impôt sur revenu et prélèvements sociaux. Une SCPI qui va aller investir en Allemagne, par exemple, donc il y a une imposition des revenus en Allemagne avec une pression fiscale un peu moins forte que ce qu'on peut connaître en France. Et ensuite, par le jeu des conventions européennes, il y a un crédit d'impôt en fait qui est au bénéfice de l'investisseur et qui permet d'alléger sa charge fiscale à son niveau au moment de la distribution des dividendes. D'accord, très bien. Ça, c'est intéressant. Nous, on avait des grosses interrogations de nos porteurs de parts et on l'a vu tout au long de l'année, sur l'évolution des valeurs, notamment des valeurs de parts. Au début du confinement, les gens étaient persuadés que l'immobilier allait s'effondrer. Le prix allait baisser. C'est ça. En fait, ils faisaient l'analogie avec les foncières cotées. Ah et oui. c'est vrai que les foncières cotées ont énormément souffert. En bourse, hein. Exactement. Donc tout le monde se disait, c'est le vrai reflet de la valeur, mais non, les foncières cotées, leur cours est essentiellement quand même influencé par l'évolution des autres actions. Nous, on a les résultats maintenant pour l'année 2020 sur nos expertises. Nos deux véhicules PFO2 et PFO, on va être sur des très légère baisse, entre 0 et moins 1%, donc vraiment très faible. Et PF Grand Paris, on va même avoir des augmentations de valeur d'expertise. Donc il n'y avait pas de sujet de valeur. Et avec un mécanisme... Même à moyen terme, vous y croyez donc à ce maintien des prix sur le moyen terme? Oui, historiquement, quand on regarde l'immobilier depuis 30 ans, il n'y a jamais eu de choc de valeur où les valeurs ont baissé de moins 30% en une année sur l'ensemble des actifs. On a quand même des portefeuilles qui sont diversifiés, et là l'Europe nous aide encore une fois, hein, parce que effectivement les chocs, ce qu'on voit souvent dans les pays anglo-saxons, c'est que les valeurs augmentent plus vite et baissent plus vite, hein, que ce soit en Royaume-Uni, aux Pays-Bas. Rapide du marché. Voilà, exactement. Alors qu'en Allemagne, par exemple, les valeurs des actifs en général sont très stables parce que les experts allemands sont plutôt sur des valeurs long terme. Non, nous, on n'a pas d'inquiétude sur ce sujet-là. Et on est protégé en plus par ce tunnel de valeur de reconstitution. Hein. Faut rappeler aux gens qu'on n'est pas sur un mécanisme d'action, de confrontation d'offre et de la demande pour la fixation du prix. Le prix de la part d'une SCPI, c'est le reflet de la valeur de son patrimoine. Et donc, elle doit réglementairement être dans ces plus 10%, moins 10%, autour de la valeur de reconstitution du patrimoine. Voilà, chez Perial, on a toujours été prudent et on est toujours dans le bas du tunnel. Et par exemple, PFO, pour qu'on soit contraint de baisser la part, il aurait fallu que les valeurs baissent de plus de 13%. Ce qui serait quand même très, très important. On a la même analyse chez nous aussi, chez Paref, en votre gestion. On a des portefeuilles qui se sont très bien maintenus au niveau des valeurs. Hein. On est plus stable ou parfois une faible baisse, parfois des fortes augmentations sur le résidentiel également. Et ce qu'on nous disait tout à l'heure sur le dynamisme des marchés de l'investissement, tout ça, ce sont autant de transactions et de références en fait, hein, pour les experts immobiliers pour fixer les valeurs. Donc on voit bien que quand il y a de la compétition, quand il y a de l'émulsion sur les marchés d'investissement, les valeurs se maintiennent également. Ce qui me fait dire que pour 2021, on pourrait tout à fait continuer dans cette lancée-là mais les risques sont de fait plus minimisés. Et comme le disait Anne, en fait, l'appétit des investisseurs aujourd'hui, il est sur les actifs loués. Et il faut rappeler que nos véhicules, les SCPI dans l'ensemble sur le marché, sont des véhicules qui ont des taux d'occupation très élevés. C'est-à-dire, nous, tous nos taux d'occupation réels de nos SCPI sont autour de 95%. Et donc, c'est là où la chute des valeurs est le moins forte. On a vu des actifs qui perdent très fortement en valeur, mais c'est des actifs vacants, c'est des actifs... voilà. Il y a vraiment une dichotomie du marché entre des actifs sécurisés, bien placés, sur lesquels les prix sont stables, voire augmentent, et des actifs plus compliqués, mais les SCPI n'achètent pas ce genre d'actifs. Donc on n'a pas été pour l'instant impacté par ce genre. Quels sont les risques qui pourraient gripper cette belle histoire, finalement ? Qu'est-ce que vous redoutez ? Une vague de faillite, encore une fois, nous c'est ce qu'on redoutait le plus dans l'économie. Pour l'instant, il faut dire que les mesures des banques centrales et les mesures des gouvernements européens ont vraiment porté leurs fruits parce qu'on n'a pas du tout vu ces vagues de faillite. On n'a pas de locataires en faillite aujourd'hui sur nos 4,5 milliards d'actifs. Donc c'est combien de locataires au total ? Vous avez une idée du nombre ? C'est plusieurs milliers de locataires, oui.
Mais globalement, en fait, on a le taux de faillite sur 2020 est inférieur au taux de faillite de 2019. Ouais. Donc, oui, c'est ça il y a eu parce tellement d'injections voilà. et de Exactement. soutien. La Aujourd'hui, question, c'est quand la mer va se retirer, est-ce qu'on n'a pas un risque En de France, voir les chiffres sont sortis la semaine dernière. J'ai lu un article. Effectivement, il y a moins de faillites en 2020 en France qu'il y en a eu en 2019. Mais on a l'impression que c'est un peu une parenthèse artificielle quand même, non? Alors, ça va dépendre effectivement comment est-ce que les différents gouvernements européens, comment l'Europe va organiser ce retrait de la mer, comme vous l'avez indiqué. Et aujourd'hui, on commence à entendre les gouvernements de dire qu'ils vont revenir effectivement sur certaines dates clés qui avaient été butoirs, qui avaient été fixées pour les remboursements de prêts GE par exemple, pour tout ça. Donc il va y avoir certainement un accompagnement de façon à éviter un retrait trop brutal et de déclencher des faillites, bien entendu. De toute façon, ça, vous n'avez pas la main là-dessus. Si un locataire fait faillite, c'est très difficile à... La seule chose qu'on peut faire, c'est mesurer. Nous, on a fait un partenariat avec Altares, qui est une filiale de Dun & Bradstreet. Tous les mois, on évalue la santé financière de nos locataires pour anticiper, juste pour être proactif. Quand on se rend compte qu'un locataire va mal, on peut aller le voir. On peut... Voilà, les locataires... vous pouvez accompagner également, finalement. Oui, bien sûr. Ça, c'est un des enseignements de cette crise. On a eu une proximité avec nos locataires très importante, vraiment. Et ça a été une charge forte, en fait, pour nos équipes d'être systématiquement, constamment en relation avec nos locataires pour pouvoir justement accompagner et comprendre l'évolution, en fait. Et donc une dernière question peut-être concernant ces locataires, vous diriez qu'ils sont plutôt plus confiants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au moment du début de la pandémie, ou le contraire, ou c'est neutre? C'est variable suivant les secteurs déjà, suivant les types de locataires, c'est très variable. Donc pour l'instant, ils sont dans l'expectative et ils sont comme nous tous à se demander ce qui va se passer déjà pour ce début 2021. C'est une vraie interrogation, mais il n'y a pas de variation aujourd'hui par rapport à ce qu'ils pensaient à la rentrée 2020. Non, de la même façon, mais même à l'intérieur d'une classe d'actifs commerce, aujourd'hui, les restaurateurs, c'est très compliqué. Bien évidemment, on l'entend tous les jours. Donc voilà, la santé de ces locataires, elle est importante. Nous, il faut les accompagner parce que on a besoin d'eux et c'est une classe qu'il faut, un secteur qu'il faut soutenir aussi. Si on résume, 2020 finalement a pas mal tenu le choc, encaissé ce choc pandémique, avec une collecte peu ou prou neutre ou un peu en dessous, et des rendements qui vont aussi se tenir. Oui. Donc l'heure de vérité sera plutôt 2021 pour voir si on continue sur cette dynamique ou si en effet il y a un petit l'évolution de la pandémie, le succès du vaccin va nous permettre en fait de le dire, mais il est un peu tôt pour ça. Et le type de reprise. Est-ce qu'on a un rebond fort? Est-ce que derrière ça met du temps à redémarrer? Si on a un rebond fort, ça sera parfait pour le SCPI. Si ça met du temps, ça peut être compliqué. Eh ben, c'est l'époque des vœux, c'est ce qu'on se souhaite mutuellement, un rebond fort pour tout le monde et que, en effet, on puisse revenir à une vie normale. Merci beaucoup Anne, merci Yann pour toutes ces explications. Et puis, écoutez, on vous souhaite une bonne année 2021. À bientôt.